Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue une autre fois, chers confrères. Dans la suite du cours de toxoplasmose, on a vu la fois passée les manifestations cliniques et l'épidémiologie de l'agent pathogène de Toxoplasma gondii. Cette fois-là, on va voir le diagnostic, le traitement et la prévention. Toujours, les liens sont disponibles dans la description. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'abonner, de laisser vos commentaires et de partager les vidéos avec vos amis. Maintenant, concernant le diagnostic positif de la toxoplasmose. Ce diagnostic peuvent être une primo-infection du sujet immunocompétent ou bien chez le sujet immunodéprimé. Donc, il existe deux cas. Soit notre patient est immunocompétent et ça sera une primo-infection. Soit il est immunodéprimé et on va voir ce qu'on a dit, c'est la réinfestation ou bien la réinfection par la toxoplasmose. Donc, devant une primo-infection chez un immunocompétent, on a les arguments épidémiaux cliniques qui sont la notion de contact avec les chats, la consommation de crudités mal lavées, de viandes mal cuites, ou bien des professions exposant et un terrain clinique qui est formé de fébricules, asthénie, adénopathie cervicale et un discret rash ou bien rougeur, parfois des choriorétinites. Donc ces arguments épidémiocliniques sont des critères d'orientation, ils ne sont pas des notions de certitude. Donc ça nous fait faire craindre la pathologie, mais ne peut pas le affirmer ou bien confirmer. Le diagnostic de certitude, qui est en gras là, c'est la sérologie. Donc je répète, le diagnostic de certitude de toxoplasmose est sérologique. C'est la sérologie des immunoglobulines. Donc, en dosant les anticorps spécifiques, les IgG et les IgM, on peut mettre le diagnostic de certitude et quelle phase d'infection on est en train de traiter. Pour ce critère-là, on va voir la notion de la cinétique des anticorps. Donc, dans la cinétique des anticorps, c'est un rappel de cinétique des anticorps pendant une infection, n'importe quelle infection. C'est pas toujours la toxoplasmose. Dans n'importe quelle infection, les premiers anticorps à apparaître, ce sont les IgM. Ils apparaissent dans la première semaine. Ce sont les premiers anticorps à apparaître qui témoignent à l'infection. Donc, une infection à IgM est une infection récente. Après quelques semaines, le taux d'IgM va diminuer et ce sera remplacé par les IgG, qui sont la réponse retardée ou bien la réponse définitive. Donc, l'IgG témoigne à une réponse qui est retardée ou bien témoigne d'une infection qui est résolue. Cette infection a survenu depuis plusieurs années et les IgG sont là de témoigner d'une immunisation contre la toxoplasmose ou bien l'infection courante. Si on répète, la cinétique des anticorps commence par l'apparition des IgM. Donc si on voit des IgM, on est devant une infection récente et après quelques semaines, la réponse tardive, retardée par les IgG, qui témoignent d'une infection ancienne ou bien une infection qui a été résolue et les IgG sont là comme sensorisation ou bien une sensibilisation contre agents pathogènes. Donc on est revenu au diapo. Sérologie des anticorps spécifiques IgG et IgM donnent trois cas. Le premier cas, si le patient est IgM positif, IgG négatif. Là, les IgM
comme je vous ai dit, sont témoignant d'une infection récente. Donc, c'est une infection actuelle ou récente. Ça, c'est le premier cas. On est devant les premiers jours ou bien les premières semaines de l'infection. C'est pour cela qu'il existe les IgM, mais il n'existe pas les IgG. Ils ne sont pas fabriqués encore. Deuxième cas, IgM positive, IgG positive. On peut dire la même chose. C'est une infection actuelle ou bien récente, mais elle n'est pas très récente comme la première. La première, c'est les débuts. C'est vraiment les premiers jours de l'infection. Deuxièmement, peuvent être dit une infection récente. Et le troisième cas, si le patient il est IgM négatif et IgG positif, donc en présence de signes cliniques, on va devoir refaire un deuxième prélèvement à 10 jours d'intervalle. En absence de signes cliniques ou d'élévation du titrage, donc c'est une immunisation ou bien une infection anxieuse. Donc, ce cas-là, lorsque on est dans l'IgM négatif, IgG positif, nous sommes là. Là, c'est IgM négatif. Il n'existe pas des IgM et les IgG sont positifs. En cas d'absence d'infection ou bien un deuxième prélèvement de confirmation, on est devant une infection ancienne ou on peut dire c'est immunisation. Le patient a déjà rencontré la toxoplasmose. Ça fait des mois ou bien des années. Il est immunisé contre la toxoplasmose. Il n'y a rien à craindre. Donc chez l'immunocompétent, soit c'est une infection récente et actuelle en présence d'IgG, ou bien c'est une immunisation en absence d'IgM et la présence d'IgG seulement. Les deux cas sont bénis chez l'immunocompétent. Ça, c'était la sérologie, le premier diagnostic de certitude. Deuxièmement, bien sûr, la PCR. C'est une technique de coloration d'immunomarquage. Donc la PCR, le polymerase chain reaction et autres techniques de coloration, d'immunomarquage ou bien l'inoculation à la souris. Donc, pour le diagnostic de certitude, il est soit sérologie, on parle d'un diagnostic indirect, parce qu'on a trouvé la cinétique, puis on a recherché la cinétique des anticorps, on parle d'IgG et d'IgM. Là, c'est un diagnostic de certitude indirect, ou bien un diagnostic direct. On mettait l'exemple de PCR. Donc, le diagnostic de toxoplasmose chez l'immunocompétent est facile, soit direct la sérologie, soit indirect plutôt la sérologie, ou bien indirect c'est la PCR. Maintenant chez l'immunodéprimé. Donc on a vu l'immunocompétent. Maintenant l'immunodéprimé, c'est après des arguments épidémiocliniques, notion du terrain, des arguments radiologiques, c'est le TDM et l'IRM cérébraux qui vont montrer une neurotoxoplasmose qui est l'infection grave. Là. Car ce patient-là, il est immunodéprimé et il n'a pas d'immunité contre toxoplasmose. Il va subir de la forme grave du toxoplasmose qui est le neurotoxoplasmose. Et bien sûr, le fondé où on va avoir des séquelles ophtalmiques de la toxoplasmose. Maintenant, plus important c'est chez la femme enceinte. Comment faire un diagnostic positif chez la femme enceinte? C'est ce qui nous intéresse plus souvent dans ce cours. Donc, chez la femme enceinte, elle doit être suivie toute sa durée de grossesse par la sérologie. Donc, on va suivre la cinétique, les IgM et des IgG chez la femme enceinte, le test d'avidité des IgG antitoxoplasmiques si l'avidité est élevée, c'est une infection ancienne. Si l'avidité est moindre ou bien est minime, donc c'est une infection ou bien infection nouvelle. Donc c'est plus grave. Une infection ancienne, la femme est immunisée, mais en cas de nouveau infection, ça c'est le problème. On dit ce qui est
il y a une séroconversion. Et l'échographie obstétricale, qui va montrer des anomalies congénitales dans le fœtus, ou bien chez le fœtus. Donc, chez la femme enceinte, c'est de la sérologie, c'est l'avidité des IgG et l'échographie obstétricale. Ça, c'était chez la femme enceinte. Maintenant, comment poser le diagnostic de toxoplasmose congénitale chez le fœtus? On peut faire ça avec l'ETF, l'échographie transfontanelle et l'échographie cérébrale pendant les premiers jours de vie à travers de la fontanelle, ou bien par radiographie du crâne, ou bien le TDM cérébral qui va montrer les lésions au niveau du système nerveux central. Un fondé, il est utile aussi dans des formes ophtalmiques de la toxoplasmose congénitale. La PCR, la ponction amniotique à partir du première semaine, l'aménorrhée et bien sûr la sérologie. Maintenant, ce diapo-là, sur la séroconversion, ça c'est important, ce sont des questions fréquentes d'examen. Qu'est-ce que ça veut dire une séroconversion chez la femme enceinte? C'est bien c'est lorsque la femme était séronégative, elle n'a pas d'IgG contre la toxoplasmose et après ça, on va voir l'apparition des anticorps spécifiques. C'est une infection actuelle. Donc, le malheur ou bien la malignité dans la toxoplasmose, c'est lorsque l'infection survient pendant la grossesse. Donc, la toxoplasmose peut pénétrer au fœtus par voie sanguine, malheureusement. Donc, ça, c'est à craindre. Donc, ça, c'est un petit tableau récapitulatif. Il existe 4 cas. Premier cas, si les IgG sont négatifs, les IgM négatifs. Donc, IgG négatif, il n'y a pas d'infection, la toxoplasmose. IgM négatif, il n'y a pas de sensibilisation. On dit la patiente, elle est non immunisée contre la toxoplasmose. Si elle fait une toxoplasmose, ça sera néfaste pour le fœtus. Donc, là, c'est la recommandation d'hygiène. Cette femme-là doit faire 6 mesures d'hygiène car elle n'est pas immunisée contre la toxoplasmose. Si elle l'attrapera pendant la grossesse, elle va subir des séquelles sur la grossesse qui peuvent l'aider même à la mort intra-utérine. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, si on a une femme avec IgG positif, IgM négatif. Donc, IgG positif, IgM négatif, ça c'est une infection ancienne. La femme elle est immunisée contre la toxoplasmose. Donc, il n'y a rien à craindre, mais reste à confirmer par les principes des seconds prélèvements. On va faire des prélèvements secondaires. Si le diagnostic est confirmé d'une infection ancienne, il n'y a rien à craindre. La femme, elle est immunisée contre la toxoplasmose. Il n'y a pas de risque chez le fœtus. J'espère que ces deux cas-là sont clairs. IgG négatif, IgM négatif. C'est une femme non immunisée. Elle doit faire son hygiène de vie. IgG positif, IgM négatif, c'est une ancienne infection comme on avait vu dans le diapo de la sérologie des anticorps ou bien la cinétique des anticorps. Ça, c'est une immunisation ancienne. Il n'y a rien à craindre chez le fœtus. Maintenant, ces deux derniers cas, là, c'est douteux. Premier cas, si la sérologie de la femme a revenu IgG positif, IgM positif. Ah, maintenant, ces IgM, on ne sait pas, est-ce qu'ils sont spécifiques à la toxoplasmose ou à une autre infection. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est le test d'avidité des IgG. Comme je vous ai dit, une avidité élevée témoigne d'une infection ancienne. Mais une avidité faible, ça c'est une primo-infection, c'est nouvelle. Parce que les anticorps, lorsqu'ils sont fabriqués pour la première fois, ils sont une avidité. Avidité veut dire affinité, si on peut utiliser ce terme. Donc une petite affinité
une affinité basse contre la toxoplasmose, c'est une infection récente. Là, c'est à craindre. Si les IgG sont de grande avidité, c'est une infection ancienne. Là, il n'y a rien à craindre. Là, c'est la séroconversion. Ça, c'est ce qui nous fait peur plus souvent. Si la femme, elle est IgG négative, mais IgM positive, ça, c'est le début de la séroconversion, ou bien ces IgM sont non spécifiques. Si dans ce cas, les IgM sont spécifiques à la toxoplasmose, là, la femme, elle est infectée. Et la primo-infection pendant la grossesse. Là, on doit commencer le traitement dès ce moment-là. Donc, ça, dans ce diapo-là, dans ce cas-là, il existe une infection à toxoplasmose. L'hygiène de vie, ça ne sert à rien maintenant. Non, la toxoplasmose, elle est entrée dans la circulation sanguine de la femme enceinte. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est le traitement ou bien la sérothérapie, comme on va voir dans le traitement. Ça, c'était les 4 cas à retrouver dans la sérologie d'une femme enceinte. Et ça, c'était la notion de la séroconversion. C'est la transformation de IgG ou bien IgM négatif vers des IgM positifs. C'est une infection actuelle à toxoplasmose. C'est le cas à suivre. C'est le cas à traiter le plus souvent. À tous les moyens thérapeutiques disponibles. Maintenant, le diagnostic différentiel. Il faut différencier une toxoplasmose de l'immunocompétent avec la mononucléose infectieuse. Donc ça, reste à déterminer par une MNI, test MNI négatif pour éliminer la mononucléose infectieuse. La toxoplasmose de l'immunodéprimé, ça a un diagnostic différentiel avec le lymphome en cas d'atteinte cérébrale ou bien l'atteinte pulmonaire par le pneumocystose qui est une autre parasite. On va le voir prochainement. La toxoplasmose congénitale peut être confondue avec la rubéole. La rubéole, ça c'est une infection virale qui donne des malformations qui ressemblent à la toxoplasmose, mais c'est pas le cas. Ça, c'était quelques diagnostics différentiels avec les 3 formes de la toxoplasmose chez l'immunocompétent, chez l'immunodéprimé et la toxoplasmose congénitale. Maintenant, on passe au traitement. Et la partie la plus importante, comment traiter la toxoplasmose. Donc, en moyen thérapeutique, on a 3 moyens ou bien 3 antibiotiques. On a la rofamicine, la fameuse rofamicine qui appartient à la famille des macrolides. On a les sulfamides. On peut utiliser le cotrimoxazole, c'est le fameux Bactrim, ou bien le sulfadiazine, ou son nom commercial, c'est l'adiazine. Et on a les antifoliques, comme la pyrimétamine, c'est un malocyte. Donc, on a 3 moyens thérapeutiques. Les macrolides, c'est la rofamicine. Les sulfamides, c'est ou bien le cotrimoxazole ou le sulfadiazine. Et les antifoliniques, qui sont des malocytes. Maintenant, les indications. Comment utiliser ces moyens thérapeutiques-là, c'est concernant le cas. On peut l'utiliser chez l'immunocompétent, chez l'immunodéprimé et chez l'atteinte materne-fœtale ou bien congénitale. Non, ça, c'est la pyramicine ou bien la rofamicine. Ça, c'est la diazine. Ça, c'est le Bactrim. Et là, c'est le malocyte ou bien
L'antifolique, c'est la pyrimétamine. Maintenant, les indications. Ça, c'est ce qu'il faut garder en tête. Premièrement, la toxoplasmose acquise de l'immunocompétent. Pour les formes communes, on peut utiliser la spiramycine ou bien la rofamycine pendant 3 semaines. Elle a une efficacité pourvue sur l'asthénie et sur l'adénopathie. Donc, pour traiter la toxoplasmose chez l'immunocompétent, la spiramycine, elle est suffisante. Deuxièmement, pour la toxoplasmose viscérale ou grave, on va utiliser la pyrimétamine plus la sulfadiazine. Donc, c'est la bithérapie pendant la durée de 3 semaines. Ça, c'est le deuxième cas. Le troisième cas, en cas de choriorétinite, on doit faire l'association de pyrimétamine et sulfadiazine sans consensus sur la durée de traitement, plus des corticoïdes en voie générale. Parce que là, on a crainte de la perte de la vue, on a le risque de la cécité. Ça, c'était les 3 modalités pour traiter la toxoplasmose acquise de l'immunocompétent. Maintenant, chez l'immunodéprimé, c'est la forme grave, c'est le neurotoxoplasmose. Là, on va utiliser la trithérapie. Premièrement, on va utiliser un traitement d'attaque constitué par le pyrimétamine, plus la sulfadiazine, plus l'acide folinique ou bien le Bactrim. Là, c'est un traitement d'attaque. On a une forme grave, c'est le neurotoxoplasmose. On va utiliser 3 antibiotiques à la fois en traitement d'attaque. Et après ça, un traitement d'entretien après les lésions ou bien après le neurotoxoplasmose a cessé. On va administrer un traitement d'entretien qui est la pyrimétamine associée à la sulfadiazine. Ça, chez l'immunodéprimé. Maintenant, pour la toxoplasmose extraneurologique, si l'exemple de la forme pulmonaire isolée, on peut utiliser une monothérapie avec la pyrimétamine. Elle est suffisante. Mais dans les formes oculaires, là, on va associer la pyrimétamine plus la sulfadiazine ou bien clindamycine. Une durée de traitement d'attaque de 3 à 6 semaines. Plus un traitement d'entretien avec le tiers ou bien la moitié de cette posologie et à vie, sauf en cas de restauration de l'immunité. Donc, vous voyez, les formes oculaires, ils sont graves, nécessitent un traitement d'attaque plus un traitement d'entretien prolongé chez l'immunodéprimé pour ne pas arriver au stade du cataracte ou bien perdre la vision ou bien la cécité. Donc, la modalité de traitement diffère selon la gravité de la lésion. On ne traite pas le neurotoxoplasmose comme on traite une forme extrapulmonaire ou une forme oculaire. Ça, c'était chez l'immunodéprimé. Elle est basée sur le traitement d'attaque parce que ce patient-là n'a pas de l'immunité pour combattre contre ce toxoplasmose. On va associer bithérapie, parfois la trithérapie, avec un traitement d'entretien. Maintenant, la toxoplasmose materno-fœtale. Ça, c'est à retenir. Gardez-vous en tête chez la femme enceinte, dès que la suspicion d'une séroconversion, on n'attend pas. Dès qu'on a la suspicion de séroconversion, la spiramycine, elle est prescrite et maintenue jusqu'à l'accouchement. Ça, c'est en cas d'absence d'atteinte fœtale. Donc, dès qu'on trouve des IgM positives spécifiques à la toxoplasmose ou bien juste une suspicion, on va administrer de la spiramycine. Ça, pendant toute la durée de l'accouchement, s'il n'existe pas d'atteinte fœtale. Ça, c'est le premier cas. Maintenant, dans la moindre suspicion d'atteinte fœtale, on va abandonner la spiramycine
et on va passer d'autres molécules plus puissantes qui vont combattre la forme qui est retrouvée chez le fœtus ou bien qui a passé à travers du placenta vers le fœtus. On parle de l'association pyrimétamine plus sulfadiazine parce que c'est une infection grave et doit être prescrite sous forme de cure de 3 semaines par trimestre ou alternative avec la spiramycine. Ça, c'était les deux modalités de traitement chez la femme enceinte. Dès qu'on suspecte la séroconversion, on va administrer de la spiramycine. Ça, s'il n'y a pas d'atteinte fœtale. Mais si on suspecte que l'agent pathogène a traversé le placenta, on va passer par l'association de pyrimétamine et la sulfadiazine. Ça, c'était brièvement les modalités des traitements chez l'immunocompétent, l'immunodéprimé et l'atteinte maternelle-fœtale chez le fœtus. Maintenant, on arrive au dernier titre, c'est la prévention. Donc, vous voyez que il existe des séquelles graves chez le fœtus et l'immunodéprimé. Donc, la toxoplasmose, on doit la prévenir à multiples façons. Donc, la prévention actuelle de la toxoplasmose est basée sur les mesures hygiéno-diététiques et le dépistage et le traitement précoce. Tout ça pour la prévention de la toxoplasmose materno-fœtale. Ce qu'on doit faire dans ce cas-là, premièrement, l'évaluation du statut immunitaire au moment du certificat prénuptial avant la conception. Donc, avant que la femme décide la grossesse, on doit faire un statut immunitaire qui montre est-ce qu'elle est séropositive, est-ce qu'elle est immunisée, ou bien elle est non immunisée, ou bien non sensibilisée à la toxoplasmose. Maintenant, chez la femme enceinte non immunisée, elle est séronégative. Une surveillance mensuelle de la sérologie jusqu'à l'accouchement. Donc, jusqu'à l'accouchement, on doit suivre cette femme mensuellement. Chaque mois, on doit faire une sérologie pour chercher s'il existe une séroconversion. Là, on doit traiter, on n'est plus dans la prévention, on va traiter cette portion-là. Et ainsi, bien sûr, le respect strict des règles d'hygiène qui imposent de ne pas consommer de la viande qu'elle est bien cuite. La femme doit consommer la viande bien cuite. Elle doit éviter la consommation de crudités, le lavage des fruits et des légumes, le lavage des mains après la manipulation de viande crue ou de terre. Ça, c'est important parce que la bactérie, la toxoplasmose ou bien la toxoplasmose, elle est cosmopolite, elle se trouve partout. Et l'éviction des contacts avec les jeunes chats et leurs laitières. Donc, chez la femme enceinte, les règles d'hygiène vont être respectées rigoureusement pour éviter la toxoplasmose materno-fœtale, plus le suivi chaque mois de la séroconversion. Là, on doit traiter rapidement pour éviter les séquelles chez le fœtus. J'espère que c'est clair. Maintenant, pour la prévention de la toxoplasmose de l'immunodéprimé, donc chez patients ou bien chez sujets de transplantés par cœur ou poumon non immunisés, l'organe doit provenir d'un donneur indemne de la toxoplasmose antérieure. Donc, doit être sûr que l'organe transplanté ne contient pas de toxoplasmose. Deuxièmement, au cours de la greffe de moelle, la prudence s'impose chez le patient immunisé. Il ne peut recevoir que le matériel leucocytaire d'un donneur immunisé. Donc, on ne peut pas donner du greffe d'un patient immunisé vers un patient non immunisé. Ça, on va risquer de la toxoplasmose. Maintenant, chez les sujets immunodéprimés par le VIH, qui est la cause la plus fréquente de manifestation de toxoplasmose, donc, la prévention de la primo-infection par un dépistage sérologique régulier, des mesures hygiéno-diététiques
qui s'applique aux patients non immunisés. Donc, ces patients-là sont immunodéprimés. Ils doivent subir des règles hygiéno-diététiques sévères et strictes pour éviter la neurotoxoplasmose, qui est la séquelle grave de cette pathologie-là. Deuxièmement, la prévention de la réactivation endogène chez le patient évolué, qui impose la mise en route d'une prophylaxie primaire en fonction de la degré de l'immunodépression par le Bactrim, par le cotrimoxazole. Ça, c'est à retenir à partir d'un taux de CD4 qui est inférieur à 200 mm3. Donc, le patient immunodéprimé par le VIH est toujours suivi par le taux de CD4 et la charge virale. Si son taux de CD4 est inférieur à 200 unités par millimètre cube, on doit administrer du traitement. On doit administrer du cotrimoxazole et le Bactrim. On doit lutter contre la toxoplasmose avant qu'elle s'installe. Et dernièrement, la prophylaxie secondaire après un épisode de toxoplasmose par le cotrimoxazole toujours, c'est le Bactrim. Donc, ça, c'était la prévention chez la femme enceinte pour éviter la toxoplasmose maternelle-fœtale et les atteintes ou bien les défauts, malformations congénitales. Et deuxièmement, la prévention chez l'immunodéprimé pour éviter la neurotoxoplasmose, car ces deux affections-là sont graves avec des séquelles néfastes. Ça, c'était la deuxième partie du cours de toxoplasmose. J'espère que les notions de la séroconversion et les modalités de traitement et le diagnostic ont été claires. J'espère que la vidéo a été claire. Merci pour votre attention et je vous rencontrerai prochainement, Inch'Allah.